Bonjour, je m'appelle Nathan Miller. J'ai 31 ans, et je suis actuellement procureur pour l'État du Nouveau-Mexique, vivant et travaillant à Santa Fe, où je suis né et où j'ai grandi. Si vous me demandiez de raconter l'histoire de ma vie, je ne saurais par où commencer, car elle ressemble à un vieux livre, dont les premières pages sont jaunies, remplies de souvenirs que je veux à la fois chérir et laisser partir. Mais peut-être que pour comprendre qui je suis aujourd'hui, vous devez connaître ces premiers jours. Les jours où j'ai été abandonné, mais aussi aimé plus que je ne pensais jamais le mériter. Santa Fe est une petite ville imprégnée du charme du sud-ouest, avec ses routes de terre rouge et ses maisons en adobe nichées sous un soleil d'or éclatant. C'est là que je suis né, mais pas là où j'ai été élevé avec l'amour de mes parents. Mon père, Hudson Miller, était autrefois une star du basket. Grand, fort, avec un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. C'était un athlète très bien payé à 25 ans, avec des contrats de sponsoring et des tournées à travers le pays. Ma mère, Laney Miller, était une jeune journaliste vive et ambitieuse. Elle avait des cheveux blonds dorés, des yeux bleus perçants et une voix qui pouvait faire taire une pièce lorsqu'elle parlait des histoires qu'elle poursuivait. Ils formaient un couple parfait, du moins en apparence, vivant à 100 à l'heure, s'aimant passionnément et dépensant l'argent sans compter. Mais je n'appartenais pas à leur monde scintillant. J'étais un accident, un rebondissement inattendu qu'ils n'avaient ni anticipé ni souhaité garder. Selon mon grand-père, quand j'avais 1 an, mes parents se sont présentés à la maison de mes grands-parents à la périphérie de Santa Fe, me laissant avec un petit sac de vêtements et la vague promesse de revenir me chercher bientôt. Ils n'ont jamais tenu cette promesse. Ils m'ont laissé là comme on oublierait un objet sans importance. Et c'est ainsi que j'ai intégré la maison de mes grands-parents. Le juge David Miller et Willow, la femme la plus gentille que j'ai jamais connue. La maison de mes grands-parents se trouvait au bout d'une route tranquille, entourée de pins immenses et d'un jardin rempli de fleurs sauvages. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était toujours chaleureuse, comme si l'amour de mes grands-parents s'infiltrait dans chaque brique et chaque vitre. Mon grand-père, David Miller, était un juge renommé à Santa Fe. Grand et mince, avec des cheveux argentés et des yeux marron foncé qui semblaient voir à travers vous, à la recherche de la vérité. C'était un homme strict, mais il ne m'a jamais fait peur. Au contraire, il me faisait me sentir en sécurité, comme si tant qu'il était là, le monde ne pourrait jamais s'effondrer. Ma grand-mère, Willow, était une toute autre pièce du puzzle. Petite, avec un sourire doux et des mains toujours occupées à pétrir la pâte à pain ou à tailler les plantes dans le jardin. Elle chantait de vieilles chansons folkloriques, sa voix n'étant pas particulièrement belle, mais débordante d'émotion. Chaque fois que je l'entendais chanter, c'était comme être enveloppé dans une étreinte. Elle m'a appris à faire du pain de maïs, à planter des graines de tournesol et à prendre soin des autres. Pas seulement avec des actions, mais avec le cœur. J'ai grandi dans cette maison, entouré de soirées où mon grand-père lisait des livres de droit sous la lueur d'une lampe, et de matins où ma grand-mère m'entraînait au jardin pour m'apprendre à identifier chaque plante. Mon grand-père aimait me parler d'anciennes affaires, d'histoires de justice et de vérité. Il ne les partageait pas pour se vanter, mais pour me faire comprendre que, peu importe le chaos du monde, il y avait des règles pour le maintenir en équilibre. La justice, Nathan, a-t-il dit un jour, ce n'est pas de gagner. C'est de protéger ce qui est juste. Je me souviens encore des après-midi où il m'apprenait à jouer aux échecs sur un vieil échiquier en bois dans le salon. Il me laissait toujours commencer, mais ne me laissait jamais gagner. Tu dois apprendre à te battre loyalement, Nathan, disait-il, ses yeux pétillants comme pour me lancer un défi. Ces parties d'échecs m'ont appris non seulement la stratégie, mais aussi la patience, l'importance de réfléchir avant d'agir et de prendre la responsabilité de chaque mouvement. Mais tout dans mon enfance n'était pas que soleil et rire. Il y avait des moments, souvent la nuit, où j'étais allongé dans mon petit lit, dans ma petite chambre, à me poser des questions sur mes parents. Où étaient-ils? Que faisaient-ils? Pourquoi m'avaient-ils quitté? Pourquoi ne voulaient-ils pas de moi? Ces questions étaient comme de petites pierres qui s'accumulaient silencieusement dans mon cœur, me faisant sentir comme une pièce de puzzle qui n'allait nulle part. Un soir, alors que j'avais environ 7 ans, j'étais assis avec mon grand-père dans le salon. Dehors, le vent de Santa Fe murmurait à travers les pins. Je tenais une pièce d'échecs, la tournant dans ma main, et j'ai finalement trouvé le courage de poser la question qui me hantait depuis si longtemps. Papy, pourquoi mes parents ne sont-ils pas là avec moi? Il s'est arrêté, sa main planant au-dessus d'un cavalier. Ses yeux ont rencontré les miens, non pas avec pitié, mais avec une profonde sincérité. Il a posé la pièce, a soupiré et a dit, Nathan, dans ce monde,
certaines personnes choisissent de vivre pour elles-mêmes. Elles poursuivent la joie, la liberté, ou tout ce qui les fait se sentir vivantes. Mais d'autres choisissent de vivre pour les autres, pour quelque chose de plus grand qu'eux. Tes parents, ils ont choisi leur propre chemin. Mais toi, tu es là, et nous t'avons choisi. Ces mots, simples mais tranchants, se sont gravés dans mon esprit comme une sculpture. Ils n'ont pas effacé la douleur, mais ils m'ont donné une façon de la comprendre. Je n'étais pas un enfant abandonné. J'étais un enfant choisi, aimé et élevé par deux personnes qui avaient consacré leur vie à ce qui était juste. Dans les années qui ont suivi, j'ai grandi dans cette maison, façonné par les leçons de justice de mon grand-père et les étreintes de ma grand-mère. J'ai appris à faire du pain de maïs sans le brûler, à savoir quand une plante avait besoin d'eau et à lire les épais livres de droit que mon grand-père laissait sur la table. Mais par-dessus tout, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de personnes qui choisissent de rester, peu importe où la vie les mène. Je ne savais pas alors que des années plus tard, mes parents reviendraient, non pas pour me retrouver, mais pour réclamer ce qu'ils pensaient mériter. Ni que dans mon parcours vers l'âge adulte, je ferais face à une douleur plus grande et à des pertes plus profondes, mais que je découvrirais aussi le sens de la justice. Pas seulement dans la salle d'audience, mais dans mon propre cœur. 13 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais été placé dans les bras de mes grands-parents, dans leur petite maison à la périphérie de Santa Fe, où l'odeur de la terre rouge et des pins verts imprégnait chaque souvenir. J'avais 14 ans, un adolescent dégingandé avec des cheveux bruns en désordre et les yeux toujours fixés sur les vieux livres de droit de mon grand-père ou sur les parterres de tournesol dans le jardin de ma grand-mère. Santa Fe restait inchangé, avec ses routes venteuses et ses maisons en adobe brillant sous la lumière dorée et orangée du soleil. Mais en moi, le monde devenait plus grand et plus compliqué. Mon grand-père, David Miller, était toujours le juge respecté de la région. Chaque matin, il enfilait sa veste de costume noir, nouait méticuleusement sa cravate et sortait de la maison d'un pas droit, comme s'il portait le poids de la loi elle-même sur ses épaules. Mais j'ai commencé à remarquer des rides plus profondes sur son front, et ses yeux dérivaient parfois comme s'ils étaient perdus dans une pensée lointaine. Ma grand-mère, Willow, était toujours aussi douce, mais je voyais qu'elle se fatiguait. Le matin, quand elle allait au jardin, elle s'arrêtait pour reprendre son souffle, la main sur la poitrine, son sourire faible comme pour cacher quelque chose. Je n'osais pas demander, mais au fond de moi, je savais que le temps lui prenait quelque chose de précieux. J'étais un bon élève, non pas parce que j'étais exceptionnellement brillant, mais parce que je ne voulais pas décevoir mes grands-parents. Chaque bonne note, chaque compliment d'un professeur, je les ramenais à la maison comme de petits cadeaux pour voir les sourires sur leur visage. Mon grand-père m'apprenait toujours les échecs, mais maintenant, je commençais à gagner quelques parties. Tu apprends à voir plus loin, Nathan, disait-il, la voix pleine de fierté. Ma grand-mère m'apprenait à faire le pain de maïs parfait, même si j'oubliais encore parfois d'ajouter du sel. Il faut être patient, Nathan, disait-elle en m'ébouriffant les cheveux. Tout ce qui est bon prend du temps. Mais ensuite, tout a changé lorsque mes parents, Hudson et Laney, ont commencé à réapparaître. La première fois qu'ils sont venus, j'étais assis à la table de la cuisine, faisant mes devoirs de maths pendant que ma grand-mère cuisinait. Un coup fort et ferme a retenti dans la maison. Puis une voix d'homme familière a appelé. « Papa, ouvre la porte. » C'est moi. Ma grand-mère a chuchoté doucement, ses yeux pétillants d'inquiétude. C'est Hudson. Mon cœur s'est emballé, non pas de joie, mais d'un sentiment étrange, comme si j'étais sur le point d'affronter quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. J'ai couru ouvrir la porte. Mes parents ont semblé momentanément surpris de me voir, puis ont rapidement retrouvé leur calme, comme si de rien n'était. Mon père est entré, toujours aussi grand que dans mes vagues souvenirs, mais ses cheveux autrefois d'un noir de jais étaient maintenant parsemés de gris et son sourire ne brillait plus. Ma mère marchait à ses côtés, toujours belle, mais ses yeux bleus étaient plus froids, comme si la vie avait usé sa chaleur. Ils m'ont serré dans leurs bras, mais l'étreinte fut brève et maladroite, plus une formalité qu'une marque d'affection. « Tu as tellement grandi, Nathan, » a dit ma mère, mais son regard est passé à côté de moi comme si je n'étais qu'un élément de la pièce. Ils ne sont pas restés longtemps. Mon père s'est assis et a commencé à parler de leurs difficultés. Un investissement raté, un contrat de sponsoring annulé, une dette qui devait être payée d'urgence. Ma mère est intervenue, sa voix douce mais tranchante, demandant à mon grand-père un petit prêt pour les aider à traverser cette phase. Mon grand-père a écouté, son expression inchangée, mais j'ai vu sa main serrer fermement le bord de la table.
Ma grand-mère se tenait derrière le comptoir de la cuisine, silencieuse, ses mains tremblant alors qu'elle versait le thé. Ils ont accepté de les aider, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne voulaient pas que je sois témoin d'une dispute. Lors des visites suivantes, mes parents sont venus plus fréquemment. Chaque fois, l'histoire était la même, des promesses de retour, des excuses à contre-cœur et des demandes d'argent enveloppées dans des sourires forcés. J'ai commencé à réaliser une vérité douloureuse. Ils ne venaient me voir, moi et mes grands-parents, que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. « Nathan, comment vas-tu ? As-tu besoin de quelque chose ? Demandait mon père. Mais quelques instants plus tard, il se tournait vers mon grand-père, sa voix baissant d'un ton. « Papa, j'ai juste besoin de cette dernière fois. » Ma mère essayait de m'entraîner dans des histoires sur sa vie glamour, comme pour me faire oublier les années où il m'avait laissé derrière. Mais je n'oubliais pas. Je ne pouvais pas. Une nuit d'automne, alors que le vent de Santa Fe soufflait si fort que les fenêtres tremblaient, j'ai surpris une dispute venant du salon. J'étais allé me coucher, mais la voix tranchante de mon père m'a réveillé en sursaut. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, me tenant derrière la porte en bois légèrement entr'ouverte, le cœur battant. Mon père se tenait au milieu de la pièce, sa voix si forte qu'elle couvrait le bruit du vent. « Tu penses toujours avoir raison, n'est-ce pas ? Tu penses que je ne suis pas assez bien, pas digne de cette famille ?» Mon grand-père était assis dans son fauteuil, sa voix basse mais ferme. « Hudson, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas digne. Mais tu as choisi ton mode de vie, un mode de vie que je ne peux pas comprendre. Tu as abandonné Nathan, ton fils, et maintenant tu viens ici non pas pour t'excuser, mais pour exiger plus. » « Exiger » a presque crié mon père. « Tu as de l'argent, une maison, tout. Je ne demande qu'une petite part, mais tu préfères t'y accrocher plutôt que d'aider ton propre fils. » Je suis resté là, sentant mon cœur se serrer. Je n'avais jamais vu mon grand-père comme ça. Ses épaules tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une douleur plus profonde. « Hudson, dit-il, sa voix presque un murmure. Je t'ai donné tout ce que j'avais, mais tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais pas besoin de Nathan. Tu n'as besoin que d'argent. » L'air est devenu silencieux, suffocant. Mon père n'a pas répondu. J'ai entendu ses pas lourds. Puis la porte a claqué. Je suis resté derrière la porte, des larmes coulant sur mon visage, mais je n'osais pas pleurer à voix haute. Pour la première fois, j'ai compris que mon grand-père, l'homme aussi solide qu'une montagne, pouvait aussi se sentir impuissant. Il n'était pas seulement blessé pour mon père, mais parce qu'il ne pouvait pas changer son fils, ne pouvait pas le sortir de son égoïsme froid. Le lendemain matin, j'ai vu mon grand-père assis dehors sur la vieille chaise en bois où ma grand-mère s'asseyait souvent. Il regardait le jardin où les tournesols se fanaient dans le vent froid. Ses yeux étaient vides, comme s'il cherchait une réponse qu'il savait ne jamais trouver. Je suis resté derrière la porte vitrée à le regarder et j'ai ressenti la solitude d'un homme droit. Un homme qui avait passé sa vie à défendre ce qui était juste mais ne pouvait protéger son propre cœur. Les jours passèrent et j'avais maintenant 18 ans. Un jeune homme grand et dégingandé avec des cheveux bruns plus soignés et un rêve clair, devenir avocat, comme mon grand-père. Santa Fe restait ma maison, avec ses routes de terre rouge et ses couchers de soleil éclatants. Mais j'avais commencé à voir le monde à travers les yeux d'un adulte. J'excellais à l'école, j'étais premier de ma classe et je me préparais à obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires, avec l'intention de poursuivre des études de droit. Mon grand-père, David Miller, était fier de moi, bien qu'il le dise rarement ouvertement. Au lieu de cela, il le montrait par des hochements de tête subtils, la façon dont il posait sa main sur mon épaule après une partie d'échecs, ou les livres de droit qu'il laissait tranquillement sur mon bureau. Ma grand-mère Willow était toujours la lumière de notre maison, mais cette lumière s'affaiblissait. Elle toussait plus souvent, et ses mains autrefois agiles, qui pétrissaient la pâte avec aisance, tremblaient maintenant en tenant une tasse de thé. Elle essayait toujours de s'occuper du jardin chaque matin, mais je la voyais souvent se reposer sur la chaise en bois, le souffle court, son sourire faible comme pour me rassurer. « Ne t'inquiète pas, Nathan, disait-elle en agitant la main. J'ai juste besoin d'un peu de repos. » Mon grand-père était inquiet aussi. Je le voyais dans la façon dont il la regardait, la façon dont il tenait sa main plus longtemps en l'aidant à se lever. Mais tous deux essayaient de maintenir un monde paisible pour moi, comme pour me protéger des tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Cette tempête est arrivée un soir d'hiver, lorsque le vent de Santa Fe hurlait si fort que les fenêtres tremblaient.
J'étais dans ma chambre en train de réviser pour les examens finaux quand j'ai entendu un coup familier et résolu à la porte. C'était encore mon père, Hudson. Sa voix résonnait depuis le salon, forte et confiante, dénuée de tout remords. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas voir mon grand-père entraîné dans un autre cycle de promesses vides. Mais alors la voix de mon grand-père a retenti, basse et tranchante. Hudson, je ne peux pas continuer à faire ça. Tu dois prendre soin de toi. Je me tenais tranquillement derrière la porte. Mon père était au milieu de la pièce, toujours grand mais plus mince qu'avant. Son visage était marqué par les rides d'un homme qui avait vécu trop vite, trop négligemment. Mon grand-père était assis dans son fauteuil, les mains jointes, ses yeux non pas en colère mais peinés. Ma grand-mère se tenait à proximité, se tenant la poitrine, essayant d'intervenir. Hudson, s'il te plaît, plus de disputes. Nous sommes une famille. Famille, a ricané mon père, sa voix tranchante comme un couteau. Tu aimes la loi plus que ta famille, n'est-ce pas? Tu préfères t'asseoir sur ton banc de juge à juger le monde plutôt que de voir ce dont ton propre fils a besoin. Ces mots ont frappé comme un coup de poing. Mon grand-père s'est levé brusquement, sa voix tremblante. Hudson, tu oses dire que je ne t'aime pas. Je t'ai tout donné, mais tu as choisi ton mode de vie. Une vie sans place pour Nathan, sans place pour nous. Ma grand-mère s'est avancée, essayant de les calmer, sa voix fragile. Assez, vous deux. Hudson, toi. Mais avant qu'elle ne puisse finir, son visage est devenu pâle et elle s'est agrippée la poitrine, sa petite silhouette s'effondrant. Je suis sorti précipitamment de ma cachette en criant, « Mamie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mon grand-père s'est précipité à ses côtés, la rattrapant, son visage cendré, les mains tremblantes. « Willow, mon amour, reste avec moi », murmura-t-il, sa voix brisée par la peur. Mon père est resté figé, ses yeux regardant ma grand-mère comme si elle n'était qu'un obstacle. « Je n'ai pas le temps pour ça, » dit-il froidement, puis il est sorti. La porte a claqué, laissant un silence de mort dans son sillage. Je me suis agenouillé à côté de ma grand-mère, mes mains tremblant alors que je composais le numéro des urgences. « S'il vous plaît, venez vite. » Ma grand-mère. Elle ne respire plus, ai-je crié dans le téléphone, des larmes coulant sur mon visage. Mon grand-père la tenait fermement, murmurant comme une prière, « Willow, ne me quitte pas. S'il te plaît, mon Dieu, ne me la prends pas, je ne l'avais jamais vu comme ça. » L'homme, aussi solide qu'une montagne, n'était plus qu'un vieil homme tremblant, impuissant face à sa douleur. L'ambulance est arrivée, ses gyrophares rouges clignotant dans la nuit silencieuse. Le hurlement de la sirène a déchiré l'air, se mêlant au vent et au battement de mon cœur. Les ambulanciers se sont précipités dans la maison, plaçant rapidement ma grand-mère sur une civière. Mon grand-père lui a serré la main, ses lèvres tremblant alors qu'il appelait son nom en désespoir de cause. Je suis resté figé, puis j'ai couru après eux. Ils l'ont fait monter dans l'ambulance, et alors que les portes se fermaient, la lumière rouge a balayé le visage pâle de mon grand-père. Je lui ai attrapé la main. Elle était froide et tremblante, comme si son monde entier venait de s'effondrer. À l'hôpital, nous nous sommes assis sur des chaises en métal froid. Le temps s'étirait, lourd et infini. Mon grand-père était silencieux, son regard fixé sur un point lointain, comme si son âme dérivait vers un endroit que je ne pouvais atteindre. Des heures plus tard, un médecin est sorti, retirant son masque, le visage sombre. « Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, dit-il lentement. Elle a eu une crise cardiaque. Nous n'avons pas pu la sauver. » J'ai regardé mon grand-père. Il n'a pas pleuré, il a seulement hoché faiblement la tête, ses yeux vides, comme si la moitié de son âme venait de le quitter pour toujours. 3 jours plus tard, les funérailles de ma grand-mère ont eu lieu dans une petite église de Santa Fe. L'air était lourd de larmes et de condoléances chuchotées. Les habitants de la ville sont venus en masse, apportant des fleurs et des histoires de sa gentillesse. Mais Hudson et Laney, mes parents, n'étaient nulle part. J'avais gardé une lueur d'espoir qu'ils viendraient, que la mort de ma grand-mère les secourait. Je les ai appelés à nouveau, ma voix presque suppliante. Les funérailles de mamie sont demain. S'il vous plaît, venez pour elles. Mais leur messagerie vocale est restée silencieuse. Un vieil ami de mon grand-père, Henri, un avocat à la retraite, se tenait à côté de moi aux funérailles, posant une main sur mon épaule et murmurant « Il ne te mérite pas, Nathan. Et il ne mérite certainement pas Willow. » Ces mots m'ont étouffé, mais je ne pouvais pas le contredire.
Leur absence était un dernier coup de couteau, coupant le dernier fil qui me liait à eux. Je me tenais près du cercueil de ma grand-mère, regardant son visage serein comme si elle dormait simplement. Mon grand-père se tenait à côté de moi, silencieux, les yeux rougis. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage et j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en morceaux. Il n'a rien dit, a seulement posé une main sur mon épaule, et j'ai su qu'il essayait d'être fort pour moi, comme il l'avait toujours été. Mais l'absence de mes parents à ce moment-là a rendu la douleur encore plus amère. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné quand j'étais enfant. Ils avaient abandonné ma grand-mère, la femme qui leur avait autrefois ouvert les bras, bien qu'ils ne l'aient jamais appréciée. Cette nuit-là, alors que les bougies de l'église s'éteignaient, je me suis assis seul dans ma chambre, regardant le jardin maintenant vide. J'ai pensé à ma grand-mère, à son sourire, à la façon dont elle tenait ma main quand j'avais peur. Et j'ai pensé à mes parents, à leur cruauté, à la façon dont ils étaient partis sans se retourner, même alors que ma grand-mère nous quittait pour toujours. Dans mon cœur, un vœu silencieux a pris forme. Je deviendrai un défenseur de la justice, non seulement pour punir les coupables, mais pour m'assurer que personne d'autre n'aurait à endurer l'impuissance que mon grand-père et moi avions ressentie, blessés par l'indifférence des autres. Le lendemain des funérailles, j'ai trouvé mon grand-père debout dans la cuisine, tenant une tasse de café qui avait refroidi. Il n'a rien dit, a seulement regardé par la fenêtre où la lumière du soleil de Santa Fe baignait les pins. Mon grand-père, David Miller, le juge qui commandait autrefois le respect dans toute la région, semblait maintenant plus petit, comme si la mort de ma grand-mère avait drainé une partie de sa vitalité. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé dans le salon où ses livres de droit étaient toujours bien rangés sur les étagères. Il s'est assis, sa voix basse mais claire. « Nathan, j'ai décidé de prendre ma retraite. Un homme qui n'a pas pu protéger celle qu'il aimait n'a plus le droit de siéger au tribunal. » Ces mots m'ont stupéfié. Je voulais protester, lui dire qu'il était toujours l'homme le plus fort que je connaisse, mais ses yeux, tristes mais résolus, m'ont fait taire. Il avait passé plus de 30 ans comme juge, pesant la justice avec une intégrité inébranlable. Mais maintenant, il choisissait de se retirer, non par faiblesse, mais parce qu'il sentait qu'il avait échoué dans ce qui comptait le plus, garder ma grand-mère avec nous. À partir de ce moment-là, il a vécu plus tranquillement. Il passait ses journées à lire les vieux romans que ma grand-mère avait aimés ou à s'occuper des fleurs qu'elle avait plantées dans le jardin. Mais j'ai remarqué que malgré ses efforts pour maintenir le jardin en vie, ses yeux portaient toujours une profonde tristesse, comme s'il cherchait son ombre dans chaque pétale. Je ne savais pas comment soulager sa douleur, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. Je suis resté à ses côtés. Je faisais la vaisselle, tondais la pelouse et l'écoutais raconter de vieilles affaires, même si je les avais entendues des centaines de fois. Je suis devenu son ancre émotionnelle, tout comme lui et ma grand-mère l'avaient été pour moi. Dans mon cœur, une promesse silencieuse se renforçait. Je continuerai le chemin de la justice qu'il avait tracé, non seulement pour défendre ce qui était juste, mais pour protéger ceux comme ma grand-mère, les cœurs vulnérables à l'indifférence du monde. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai été accepté à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Mexique avec une bourse complète. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation, j'ai couru à la maison et l'ai tendue à mon grand-père. Il l'a lue, a posé une main sur mon épaule et a dit simplement « Tu me rends fier, Nathan ». Mais j'ai vu une lueur de larmes dans ses yeux, et j'ai su qu'il n'était pas seulement fier de moi. Il espérait que j'accomplirais ce qu'il sentait ne pas avoir réussi. Les premières années d'université ont été un défi épuisant. Je voulais être indépendant, refusant les offres de mon grand-père de m'aider avec les frais de scolarité, bien qu'il ait insisté de nombreuses fois. « Nathan, j'ai des économies, disait-il. Mais je secouais la tête. Je veux le faire moi-même, papy. J'ai besoin de me le prouver. Alors, je travaillais tout en étudiant, servant des tables dans un petit restaurant, rangeant des livres à la bibliothèque de l'école. Certaines nuits, je ne dormais que 3 heures, les yeux brûlants de lire sous des lumières faibles. Certains jours, je faillissais sous la pression. Mais chaque fois, je pensais à mon grand-père, à ma grand-mère, et je me disais, je ne peux pas abandonner. Mon grand-père m'écrivait des lettres, manuscrites sur du papier jaune pâle, son écriture aussi soignée que son caractère. Il écrivait sur de vieilles affaires, des moments où il s'était trouvé à la croisée des chemins du bien et du mal, et sur le sens de la pratique du droit. Non pas pour gagner, mais pour protéger. Nathan, écrivait-il dans une lettre, la justice n'est pas une destination. C'est un voyage. Et parfois,
Elle te brisera le cœur. Mais souviens-toi, tu ne marches pas seul. Ces lettres étaient une flamme qui me réchauffait les jours les plus froids. Un rappel que je suivais le chemin qu'il avait tracé. Cette année de faculté de droit ont été cette année à forger ma résilience. J'ai appris à me relever après chaque échec, à rester calme sous la pression et à croire en moi-même quand tout semblait contre moi. J'ai grandi à travers le deuil. La douleur de perdre ma grand-mère, la douleur de voir mon grand-père dépérir, et la douleur des questions sans réponse sur mes parents. Mais ce même deuil m'a façonné en quelqu'un de constant, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le cœur. Le jour où j'ai reçu mon diplôme de droit, le soleil de Santa Fe brillait plus que jamais. Je me tenais sur la scène avec ma toge et mon mortier, le cœur battant à l'appel de mon nom. J'ai regardé l'auditoire où mon grand-père était assis, toujours grand et mince, ses cheveux argentés brillant sous les lumières. Il portait son vieux costume noir, mais son visage s'est illuminé d'un sourire, le premier que j'avais vu depuis le décès de ma grand-mère. En descendant, il m'a serré plus fort que jamais et a murmuré « Ta grand-mère serait si fière, Nathan ». Ses yeux brillaient et j'ai su à ce moment-là qu'il ne voyait pas seulement moi, mais une partie d'elle, une partie de lui-même. Après ce jour, je suis retourné à Santa Fe. Armé de mon diplôme de droit et d'un désir ardent d'être à la hauteur des leçons que mes grands-parents m'avaient inculquées. J'ai été embauché comme procureur adjoint au bureau du procureur de district. Un travail plein de pression mais riche de sens. Chaque jour, j'entrais dans le bureau face à des piles de dossiers allant du petit vol à la fraude financière complexe. J'ai appris à me tenir au tribunal, à affronter les regards sceptiques et à défendre la justice avec l'intégrité que mon grand-père avait gravée dans mon âme. Bien que retraité, mon grand-père restait mon guide. Il ne siégeait plus au tribunal, mais sa sagesse et sa compassion étaient une source d'inspiration inépuisable. Chaque soir, après des heures de travail exténuantes, je retournais à la vieille maison à la périphérie de Santa Fe, où il vivait toujours, s'occupant d'un jardin maintenant réduit à quelques fleurs solitaires. Nous nous asseyions dans le salon près de l'échiquier usé de ma grand-mère, ses pièces ébréchées portant encore la chaleur des jours passés. J'apportais des dossiers, les lui lisant à haute voix, et nous discutions non seulement de la loi, mais aussi de l'éthique, de l'équité et des lignes floues entre le bien et le mal. Être procureur, ce n'est pas gagner, Nathan, a-t-il dit un soir alors que la lumière dorée de la lampe projetait des ombres sur son visage ridé. C'est protéger ce qui est juste, même quand cela te brise le cœur. Parfois, tu devras faire des choix difficiles, mais ne laisse jamais ton cœur perdre la foi. J'ai hoché la tête, mémorisant chaque mot comme s'ils étaient des pierres précieuses qu'il me laissait. Mes collègues au bureau ont commencé à me respecter, non pas parce que j'étais plus doué qu'eux, mais pour le calme et l'intégrité que j'apportais à mon travail. Je ne me suis jamais précipité pour condamner, jamais laissé les émotions l'emporter sur la raison, même si certaines affaires m'empêchaient de dormir la nuit. Une fois, j'ai traité une affaire de vol impliquant un adolescent à peine plus âgé que je ne l'étais il y a des années. Il se tenait au tribunal, les yeux remplis de panique, et j'ai vu une partie de moi-même. Un garçon autrefois perdu au milieu de questions sans réponse. Je suis rentré chez moi et l'ai dit à mon grand-père, qui m'a regardé avec des yeux doux. Il n'a pas seulement besoin de justice, Nathan. Il a besoin d'une chance. Donne-lui ce que tes parents ne t'ont jamais donné. J'ai suivi son conseil, recommandant une peine plus légère avec une réhabilitation obligatoire. Plus tard, quand le garçon m'a envoyé une lettre de remerciement, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Les moments avec mon grand-père ont été les plus beaux chapitres de ma vie. Nous n'étions pas seulement grand-père et petit-fils. Nous étions amis, un juge qui avait parcouru le chemin de la justice et un procureur qui ne faisait que commencer. Chaque fois que je peinais avec mes premières affaires, je me tournais vers lui. Nous restions assis tard dans la nuit devant des tasses de thé froid et le vieil échiquier, parlant de choses grandes et simples. Il partageait des histoires de sa jeunesse, comment ma grand-mère lui avait fait croire en l'amour, et comment il avait appris que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais de cœur de ceux qui les défendent. Mais le temps n'attend personne. Mon grand-père s'est affaibli. Ses toux sèches sont devenues plus fréquentes, et parfois il oubliait le nom d'un livre ou une histoire qu'il avait déjà racontée. Je m'inquiétais, mais il souriait seulement. N'aie pas peur, Nathan. Je suis vieux, mais mon cœur est toujours là avec toi. J'essayais de passer plus de temps avec lui, apportant des histoires du tribunal, même si parfois je voulais juste qu'il se repose. Mais il insistait toujours, raconte-moi, Nathan. La justice est ce qui me maintient en vie. Un matin d'automne, alors que la douce lumière du soleil de Santa Fe filtrait par la fenêtre,
je lui ai rendu visite. La maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit de page tournée. Je suis entré dans le salon et je l'ai vu assis près de la fenêtre, la tête penchée en avant, un journal intime ouvert posé sur ses genoux. Mon cœur s'est serré. J'ai appelé doucement, « Papy ». Mais il n'a pas répondu. Il s'était éteint paisiblement dans son sommeil, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis la mort de ma grand-mère. Je me suis agenouillé à côté de lui, des larmes coulant silencieusement. Sur la dernière page du journal, son écriture tremblante disait « La vraie justice ne se trouve pas dans les prétoires, mais dans le cœur de ceux qui continuent à y croire. » J'ai fermé le journal, embrassé sa main frêle et murmuré « Merci, papy, pour tout. » Je savais que dorénavant, je marcherais seul, mais que lui et ma grand-mère seraient toujours dans mon cœur, dans chaque décision, chaque pas que je ferais sur le chemin de la justice. Dans les jours qui ont suivi la mort de mon grand-père, Santa Fe semblait avoir perdu sa lumière familière. Les routes de terre rouge, les pins verts, et même les couchers de soleil éclatants portaient désormais une teinte sombre, comme si la ville elle-même pleurait l'un de ses plus grands fils. J'ai organisé les funérailles de mon grand-père avec tout le soin que je pouvais. La petite église qui avait autrefois accueilli les funérailles de ma grand-mère a de nouveau ouvert ses portes, mais cette fois, l'air semblait plus lourd, car je savais que j'avais perdu la dernière personne qui était vraiment ma famille. Les funérailles étaient solennelles, avec des rangées de sièges remplis à pleine capacité. Les anciens collègues de mon grand-père, juges, avocats et greffiers, sont venus de tout le Nouveau-Mexique, apportant des histoires de son intégrité et de sa compassion. Les habitants de la ville, des vendeurs du marché aux agriculteurs qu'il avait autrefois aidés, étaient également présents, offrant des fleurs et des condoléances sincères. Je me tenais là, en costume noir, écoutant leurs paroles sur lui. Comment il écoutait toujours, même ceux qu'il condamnait, et comment il faisait croire aux gens que la justice n'était pas seulement la loi, mais une flamme de vérité. Pourtant, dans mon cœur, je ne voyais que l'image de lui assis près de la fenêtre, son journal ouvert, et le regard triste dans ses yeux quand il parlait de mon père. Puis Hudson et Laney, mes parents, sont apparus. Ils sont entrés dans l'église, vêtus impeccablement comme s'ils assistaient à un événement social. Mon père portait un costume cher, les cheveux gominés, mais son visage était froid, dépourvu de chagrin. Ma mère, dans une longue robe noire et des gants de soie, m'a jeté un regard comme si j'étais une simple connaissance. Ils n'étaient pas là pour dire adieu à mon grand-père. Je le savais. Ils étaient venus pour évaluer ce qu'ils pourraient tirer de sa succession. Je suis resté silencieux, serrant les poings, me concentrant sur l'organisation des funérailles, mais chaque fois que je les voyais, je sentais le gouffre infranchissable entre nous. Ils n'étaient pas ma famille. Ma famille, c'était mes grands-parents, la petite maison avec son jardin de tournesol, les soirées près de l'échiquier et les lettres manuscrites. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau d'Arthur Brigg, un ami de longue date de mon grand-père. Son bureau, situé au centre-ville de Santa Fe, avait des murs en bois sombre et une légère odeur de vieux livres. Monsieur Brigg, un homme d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants, a ouvert le testament de mon grand-père, sa voix calme et claire. Mes parents étaient assis en face de moi, leurs yeux vifs comme s'ils anticipaient un grand prix. J'étais assis tranquillement, les mains sur mes genoux, essayant de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Monsieur Brigg a commencé à lire. Tous mes biens, y compris la maison, le terrain, les actions et les économies, totalisant environ 4 millions de dollars, sont légués à mon petit-fils, Nathan Miller. Il a fait une pause, m'a regardé et a continué. David a laissé une note. Je suis convaincu que seul ce petit-fils comprend la valeur de l'intégrité. La pièce est devenue étouffante. J'ai entendu le souffle court de ma mère, mon père marmonnant quelque chose à voix basse. Puis monsieur Brigg a poursuivi, à mon fils, Hudson Miller, je laisse mon journal intime où j'ai consigné mes pensées et mes espoirs. Hudson s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère. Un journal ? Il m'a laissé un vieux carnet, a-t-il crié, sa voix résonnant dans la petite pièce. Monsieur Brigg a essayé de rester calme, mais j'ai vu ses mains se crisper. Hudson s'est précipité vers le bureau, a attrapé le journal et l'a jeté par terre comme s'il ne valait rien. Je vais poursuivre. Je ne laisserai pas ce gamin tout prendre, a-t-il hurlé, puis il a attrapé le bras de ma mère et est sorti en trombe, laissant un lourd silence dans leur sillage. Je me suis penché doucement et j'ai ramassé le journal. Sa couverture en cuir usé me semblait familière, portant la chaleur de mon grand-père à chaque page. Je l'ai ramené à la vieille maison,
où les échos des rires de ma grand-mère et de la voix posée de mon grand-père flottaient encore. Ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon sous la faible lueur d'une lampe. J'ai ouvert le journal, lisant chaque ligne qu'il avait écrite, ses pensées sur la loi, les affaires qu'il avait jugées, et mon père. Il écrivait sa déception en voyant Hudson devenir un homme mu par l'égoïsme, mais aussi l'amour discret qu'il portait à son fils, même en sachant qu'Hudson ne comprendrait peut-être jamais. Dans chaque ligne, je voyais un père qui avait essayé, espéré et échoué à enseigner à son fils ce qui était juste. Mais je voyais aussi un grand-père qui avait réussi avec moi, qui m'avait enseigné non seulement la justice, mais aussi le cœur de ceux qui y croient. J'ai fermé le journal, des larmes coulant silencieusement. Je comprenais dans chaque ligne qu'il n'écrivait pas seulement sur la loi, mais sur le cœur d'un père qui avait échoué à enseigner à son fils ce qui était juste. J'ai placé le journal sur l'étagère à côté de ses vieux livres de droit, jurant que ses enseignements ne seraient pas oubliés. Mais je ne m'attendais pas à ce que, quelques semaines plus tard, ce journal devienne le centre d'une tempête que mes parents déclencheraient. Hudson, mon père, ne pouvait pas accepter le testament. Après être sorti en trompe du bureau d'Arthur Brigg, sa rage n'a fait que s'intensifier. J'ai appris par des connaissances qu'il parcourait Santa Fe en racontant à qui voulait l'entendre que j'avais manipulé mon grand-père, que moi, un procureur débutant, j'avais profité de son état de faiblesse pour m'emparer de sa succession. Ma mère, Laney, le soutenait, l'encourageant de sa voix douce mais glaciale. Ils ont engagé un avocat privé habile, un homme à l'apparence soignée et aux yeux vifs comme des couteaux. Et très vite, un procès a été intenté devant le tribunal civil du Nouveau-Mexique. Leur accusation m'a transpercé comme une lame. Nathan Miller a exercé une influence indue et a exploité l'état de faiblesse du défunt, David Miller, pour modifier le testament et réclamer injustement la succession. La nouvelle s'est répandue comme le vent de Santa Fe. Les journaux locaux ont titré en grosses lettres « Un jeune procureur poursuivi par ses propres parents pour une succession ». Ces mots en gras me serraient la poitrine. Je n'aurais jamais imaginé être au centre d'un procès, surtout un procès intenté par mes propres parents. Le bureau du procureur de district où je travaillais a dû me suspendre temporairement pour garantir l'impartialité. Mes collègues me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité, mais je ne leur en voulais pas. J'ai tranquillement vidé mon bureau, emporté mes piles de dossiers à la maison et me suis préparé pour une bataille que je ne voulais pas mener. Le juge Marcus Nolan a été désigné pour présider l'affaire. Quand je suis entré dans la salle d'audience le premier jour, je l'ai vu, un homme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux poivre et sel et des yeux vifs mais pas froids. Mon cœur a raté un battement en le reconnaissant. Il y a plus de 20 ans, quand j'étais un garçon, mon grand-père m'avait emmené dans une salle d'audience où Nolan, alors jeune greffier, travaillait. Je me souviens de lui s'accroupissant, me souriant et disant « Gamin, si tu veux faire du droit, souviens-toi que la justice n'est jamais facile, mais qu'elle vaut toujours la peine de se battre. » Maintenant, il siégeait au tribunal, et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu une lueur de reconnaissance, comme s'il se souvenait aussi de ce garçon d'il y a des années. Mais nous sommes tous deux restés silencieux, respectant l'impartialité du procès. Le procès a commencé dans une atmosphère tendue. Mes parents, soutenus par leur avocat, ont lancé des paroles dures. Ils m'ont traité d'opportuniste, affirmant que j'avais exploité l'affection de mon grand-père, manipulant un homme âgé et fragile pour s'emparer de ses biens. Chaque mot était comme une coupure, mais je suis resté calme, imitant la façon dont mon grand-père faisait autrefois face aux accusations au tribunal. J'ai soumis des preuves, des lettres que mon grand-père m'avait écrites, des documents prouvant sa clarté mentale lors de la rédaction du testament, et j'ai donné un témoignage concis et clair. Je ne voulais pas que le procès devienne une bataille émotionnelle. Je voulais qu'il soit juste, comme mon grand-père me l'avait appris. Le journal de mon grand-père est devenu la preuve cruciale. Arthur Brigg, de sa voix chaleureuse et posée, s'est tenu devant le tribunal et a confirmé que David avait écrit à plusieurs reprises sur sa confiance et sa déception envers son propre fils. Brigg a lu un passage à haute voix. Hudson est mon fils, mais il a choisi un chemin que je ne peux suivre. Je place ma confiance en Nathan, non pas pour la richesse, mais parce qu'il comprend que la justice est le cœur de ceux qui y croient. Ces mots ont fait taire la salle d'audience. J'ai regardé mon père, je l'ai vu baisser la tête, les mains serrées, mais il n'a rien dit. Le juge Nolan a ajourné le procès pour examiner les preuves. Alors que tout le monde quittait la salle d'audience, je l'ai vu s'attarder, le regard fixé sur une photo de mon grand-père au mur, une photo de lui dans sa robe de juge, avec un sourire sévère mais chaleureux. Les yeux de Nolan étaient remplis d'émotion, teintés de la tristesse de vieux souvenirs,
comme s'il se rappelait les jours où lui et mon grand-père se battaient ensemble pour la justice. Je suis sorti du palais de justice, le cœur lourd, mais certain que, quelle que soit l'issue, j'avais fait ce que mon grand-père aurait attendu de moi. Les jours d'attente du verdict passèrent lentement, comme si le temps s'étirait délibérément pour tester ma patience. Santa Fe restait vibrante avec ses routes de terre rouge et sa lumière du soleil radieuse, mais pour moi, tout semblait enveloppé d'un voile de poussière. Je suis retourné à la vieille maison de mes grands-parents, m'asseyant dans le salon où l'échiquier de ma grand-mère reposait toujours sur l'étagère et les livres de droit de mon grand-père étaient soigneusement alignés. J'ai ouvert son journal, relisant les lignes qu'il avait écrites sur mon père, sur l'amour, la déception et un espoir qui ne s'était jamais estompé. Chaque mot était un rappel que je ne me battais pas seulement pour un héritage, mais pour les valeurs qu'il m'avait transmises. Le jour de la reprise du procès, la salle d'audience était bondée. Les médias locaux s'étaient rassemblés à l'extérieur, les appareils photos crépitaient, et le murmure de la foule formait un bruit de fond incessant. Plus d'habitants de Santa Fe que prévu s'étaient présentés, certains par curiosité, d'autres par respect pour mon grand-père, et d'autres encore pour assister à la justice rendue. J'étais assis à la table du défendeur, serrant fermement le bord, essayant de garder ma respiration stable. Mes parents étaient assis en face de moi, le visage d'Hudson tendu, les yeux de l'année froid mais trahissant une lueur d'anxiété. Ils étaient toujours impeccablement habillés, mais leur élégance semblait maintenant déplacée, comme un masque qui ne convenait plus. Le juge Marcus Nolan est entré, sa robe noire bruissant légèrement alors qu'il prenait place. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du froissement de papier et d'une légère toux. Nolan a balayé la pièce du regard, son regard s'attardant sur moi un instant. Puis il a commencé à lire le verdict. Sa voix était profonde, claire et portait un poids qui fit retenir son souffle à la salle. Après un examen approfondi des preuves et des témoignages, le tribunal rejette les demandes du plaignant dans leur intégralité. Le testament de David Miller est jugé légal, et l'héritage appartient à Nathan Miller. Il a fait une pause, regardant directement mes parents, puis a dit lentement. La justice ne se range pas du côté du sang, mais de la vérité. Un murmure a parcouru la salle, mais je l'ai à peine entendu. Une vague de froid m'a envahi, comme si un fardeau invisible avait été levé de mes épaules. Mon père a baissé la tête, les mains serrées, tandis que ma mère s'est détournée. Ses lèvres étaient pincées dans un mélange de déception et de honte. Je ne ressentais pas de triomphe, seulement une tristesse insidieuse. Ce n'était pas ce que je voulais. Un procès qui me séparait de ceux qui m'avaient donné la vie. Mais je savais que c'était ce que mon grand-père voulait. La vérité devait être protégée, peu importe le coût. Alors que la salle d'audience se vidait, je suis resté debout, tenant le journal que j'avais soigneusement restauré. Ses pages rattachées, sa couverture en cuir nettoyé. Je me suis approché de mon père, qui restait assis, immobile. « Papa, dis-je, ma voix douce mais ferme. Tu devrais relire ce journal, non pas pour t'excuser, mais pour comprendre pourquoi grand-père n'a jamais cessé de t'aimer. » J'ai tendu le journal, le cœur battant, ne sachant pas comment il réagirait. Hudson m'a regardé, et pour la première fois, ses yeux ne contenaient ni colère ni arrogance. Il est resté silencieux un long moment, puis a tendu la main, ses doigts tremblant légèrement en prenant le journal. Il n'a rien dit, a seulement hoché la tête. Un petit geste comme un signe de reddition, non pas à moi, mais aux vérités qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Ma mère se tenait derrière lui, le regard détourné, mais elle n'est pas intervenue. Ils sont partis, leur silhouette disparaissant par les portes de la salle d'audience, me laissant avec un étrange sentiment de vide. Je suis sorti du palais de justice, la chaude lumière du soleil de Santa Fe m'enveloppant. Une douce brise a feuilleté le dossier dans ma main, symbole de la justice rétablie à sa juste place. Je suis resté là, respirant profondément, sentant la chaleur du soleil et une paix tranquille s'installer dans mon cœur. Je savais que quelque part, mon grand-père souriait, et ma grand-mère aussi. Il m'avait appris que la justice n'est pas seulement un verdict. C'est la façon dont nous vivons. La façon dont nous choisissons de défendre ce qui est juste, même quand nos cœurs souffrent. Le procès n'a pas seulement laissé des cicatrices dans mon cœur. Il a agité tout Santa Fe. Les journaux locaux, du Santa Fe New Mexican au plus petit titre, ont publié des gros titres sur le jeune procureur poursuivi par ses propres parents pour un héritage. J'étais habitué à l'attention, mais ce qui m'a surpris, c'est la façon dont la communauté a tourné son regard réprobateur sur Hudson et Laney. Mes parents, avec mépris et dédain. Au marché du week-end où j'achetais des légumes,
les chuchotements ne me visaient plus, mais mes parents. Rosa, la fleuriste, m'a un jour pris la main et m'a dit, « Tu es comme ton grand-père, Nathan. » Tes parents? Ils sont une honte. J'ai entendu d'autres vendeurs parler, leur voix remplie d'indignation. Hudson Miller, une star du basket qui poursuit son propre fils pour de l'argent. Incroyable. Certains ont même refusé de vendre à ma mère quand elle est apparue, leur regard froid signifiant qu'elle n'était plus la bienvenue à Santa Fe. Je n'ai pas pris plaisir à entendre ces mots, mais je ne pouvais nier que les actions de mes parents les avaient aliénés d'une communauté qui les avait autrefois admirés. Dans les cafés et les boulangeries où les habitants de Santa Fe se réunissaient, le procès est devenu un sujet de conversation sans fin. Une fois, en attendant dans la file pour du pain, j'ai entendu un groupe de personnes âgées parler d'Hudson. Il était autrefois la fierté de la ville, mais maintenant il poursuit son propre fils pour quelques dollars. David Miller serait navré. L'année n'a pas échappé aux critiques non plus. Un article local l'a décrite comme « la mère qui a abandonné son fils pour la gloire, revenant maintenant pour réclamer un héritage ». Les mots coupaient comme des couteaux, et je savais que ce n'était pas que des paroles. Il reflétait une ville qui avait perdu confiance en ce qu'elle considérait autrefois comme des icônes. Même dans la communauté juridique, où mon grand-père était une figure imposante, mes parents ont été accueillis avec une profonde déception. Un soir, en rendant visite au bureau d'Arthur Briggs pour le remercier de son soutien pendant le procès, il a soupiré et dit « Nathan, toute cette ville sait ce que Hudson et l'année ont fait. Ils ne t'ont pas seulement trahi. Ils ont trahi l'héritage de David. » Il a partagé que les anciens collègues de mon grand-père, des juges au greffier, avaient exprimé leur indignation. Un juge à la retraite a même dit sans détour lors d'une réunion, « Hudson Miller ne mérite pas de porter le nom de son père. » Ces réactions m'ont laissé perplexe. D'un côté, je savais que mes parents s'étaient attirés ces conséquences. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tristesse insidieuse. Ce sont eux qui m'ont donné la vie, et malgré la douleur qu'ils ont causée, je ne voulais pas les voir rejetés par toute une ville. J'ai essayé de me concentrer sur le travail pour étouffer les commérages, me plongeant dans les dossiers, les histoires quotidiennes de Santa Fe, où chaque page était un morceau de vie et de destins humains. Je traitais de petites affaires, mais chacune portait son propre poids, comme les leçons que mon grand-père m'avait enseignées, que la justice ne concerne pas seulement les verdicts, mais aussi le rétablissement de l'espoir pour les perdus. L'une de mes premières affaires après le procès concernait Elena, une jeune femme de 20 ans accusée de vandalisme pour avoir brisé la porte vitrée d'une boutique de luxe du centre-ville. Quand je l'ai rencontrée dans la salle d'interrogatoire, je n'ai pas vu une délinquante, mais une fille aux yeux rougis, aux cheveux en désordre et à la voix tremblante alors qu'elle parlait d'avoir été harcelée par le propriétaire du magasin. « Je voulais juste qu'il arrête », a-t-elle murmuré, s'agrippant au bord de la table. J'ai examiné son dossier, examiné les preuves, et j'ai réalisé que ses actions ne découlaient pas d'une colère insensée, mais du désespoir. Au tribunal, j'ai présenté la vérité, en insistant sur sa situation et en recommandant des conseils plutôt qu'une punition. Lorsque le juge a accepté, Elena m'a regardé, des larmes coulant, et a dit « Merci de m'avoir cru ». À ce moment-là, j'ai senti mon grand-père, quelque part, hocher la tête en signe d'approbation, comme pour me rappeler que la justice signifie parfois écouter et comprendre. Puis il y a eu des cas plus complexes comme celui de Maria, une mère célibataire accusée de fraude à l'aide sociale. Son dossier a révélé qu'elle avait utilisé l'argent pour acheter des médicaments pour son fils malade. Au tribunal, son avocat de la défense a soutenu que c'était un acte de désespoir, pas de cupidité. Alors que je me tenais devant le juge pour présenter les preuves, j'ai entendu la voix de mon grand-père dans mon esprit. La justice n'est pas seulement la loi, Nathan. C'est le cœur. J'ai recommandé une peine réduite l'obligeant à rembourser les fonds progressivement. Lorsque le juge a approuvé, le regard reconnaissant de Maria est resté avec moi. Je n'étais pas sûr d'avoir tout fait parfaitement, mais je savais que j'avais essayé de protéger ce qui était juste, comme mon grand-père l'avait fait. Une autre affaire qui m'a tenu éveillé la nuit était celle de Roré, un vendeur de rue âgé accusé d'avoir agressé un client. Roré, près de 70 ans, avait un visage buriné et des mains calleuses. Au tribunal, j'ai appris que le client l'avait insulté et bousculé, poussant Roré à se défendre avec colère. Je me suis tenu devant le juge, j'ai exposé la vérité et j'ai plaidé pour que les charges soient abandonnées, soulignant que la justice doit tenir compte du contexte. Lorsque Roré a été libéré, il m'a serré la main, sa voix tremblante. « Merci de m'avoir écouté. » J'ai souri, mais à l'intérieur, j'ai senti mon grand-père hocher à nouveau la tête. Ces cas,
bien que modeste, était ma façon de poursuivre le chemin de mon grand-père. Chaque dossier était une histoire, chaque décision une chance de défendre ce qui est juste. Mes collègues ont commencé à m'appeler l'héritier de David Miller. Pas seulement pour l'héritage, mais pour ma façon de travailler, calmement, avec intégrité, en mettant toujours la vérité en premier. Pourtant, je portais un vide en moi. Je travaillais pour oublier la douleur du procès. Mais chaque fois que j'ouvrais le journal de mon grand-père, je voyais Hudson, le père qui l'avait jeté, et l'année, la mère qui ne m'avait jamais regardé avec les yeux d'une mère. Tard un soir, alors que les lumières de Santa Fe s'estompaient, j'étais assis dans mon appartement, mon bureau enseveli sous les papiers. Un dossier ouvert était devant moi, mais mes yeux étaient fatigués. Mon esprit dérivait vers des souvenirs de mes grands-parents. Mon téléphone a soudainement sonné, affichant un numéro inconnu. J'ai hésité, pensant que c'était peut-être un mauvais numéro, mais j'ai répondu. « Allô » ai-je dit, ma voix empreinte de fatigue. « Fils » la voix à l'autre bout du fil était basse, rauque et douloureusement familière. C'était Hudson, mon père. Je me suis redressé, le cœur battant, ne sachant pas à quoi m'attendre. Il a continué, sa voix tremblante, dépouillée de l'arrogance ou de la colère que je lui connaissais. J'ai relu le journal. Cette fois, je l'ai lu en entier. Il y a des choses que je n'ai jamais comprises jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis resté silencieux, serrant fermement le téléphone. J'entendais sa respiration comme s'il luttait pour retenir ses émotions. Dans chaque page, dit-il, sa voix se brisant. Je me suis vu, un fils indigne, un père raté. J'ai vu ce que papa a écrit sur moi, son amour, ses déceptions. Je ne voulais pas le croire, mais il avait raison. Je n'ai jamais été digne de lui. Ces mots m'ont frappé comme une rafale de vent froid. Je voulais répondre, dire quelque chose, mais ma gorge s'est nouée. Hudson a poursuivi. Je ne demande pas pardon, Nathan. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espère. J'espère une chance de tout recommencer, même à partir des plus petites choses. Je veux t'appeler à nouveau fils, si tu me le permets. L'air dans la pièce semblait plus lourd. J'ai regardé par la fenêtre où la faible lueur des lampadaires illuminait les pins à l'extérieur. J'ai pensé à mon grand-père, à ses mots dans le journal, à la façon dont il n'avait jamais cessé d'aimer mon père malgré le chagrin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, ma voix douce mais ferme. Je ne sais pas si je peux pardonner pour l'instant, mais je sais que papy sourirait s'il te voyait essayer. L'appel s'est terminé en silence, avec seulement le long bip persistant. J'ai posé le téléphone, sentant comme si un poids avait été levé de ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucune haine. Non pas parce que j'avais pardonné, mais parce que j'ai réalisé, comme mon grand-père l'avait dit un jour, que la justice ne se résume pas à la punition. Il s'agit de donner aux cœurs perdus une chance de retrouver leur chemin. Je sais que mon parcours, d'un garçon abandonné à un procureur défendant la justice, n'est pas seulement une histoire sur la loi, mais sur le cœur, sur les choix et sur la façon dont nous survivons aux blessures les plus profondes. J'ai grandi dans la maison de mes grands-parents, où l'amour était construit non pas sur le sang, mais sur le dévouement. Mon grand-père, David Miller, m'a appris que la justice ne consiste pas simplement à déterminer le bien du mal. Ce n'est pas seulement une question de verdict lu dans les salles d'audience ou de peine qui tiennent les coupables responsables. La justice, comme il l'a dit un jour devant notre échiquier usé, est un rappel de regarder en nous-mêmes, de corriger nos erreurs et d'apprendre à aimer correctement. Je me souviens des soirées où il s'asseyait tranquillement, son regard triste fixé sur le jardin de ma grand-mère, comme s'il cherchait le pardon pour des choses qu'il ne pouvait pas changer. De lui, j'ai appris que la justice n'est pas une destination mais un voyage qui exige patience et compassion. Ma grand-mère Willow, avec son doux sourire et ses mains toujours occupées, m'a appris une autre leçon. Le sang seul ne fait pas une famille. Mes parents, Hudson et Laney, m'ont donné la vie, mais ils n'étaient pas ma famille. La famille, ce sont ceux qui choisissent de rester, même quand il n'y a rien à y gagner pour eux. Ma grand-mère est restée, bien que je n'étais qu'un enfant qui lui avait été confié. Mon grand-père est resté, bien que son cœur ait été brisé par son fils. Ils m'ont choisi, non pas pour la richesse ou la gloire, mais par amour. Un amour inconditionnel, ne demandant rien en retour. Cet amour m'a maintenu stable à travers les années d'abandon, à travers les jours douloureux de la perte de ma grand-mère, puis de mon grand-père, et face à la trahison de mes propres parents. Certaines nuits, je suis allongé dans mon lit en pensant aux fois où Hudson et Laney sont apparus,
apportant des promesses vides et des demandes d'argent. J'ai pensé au procès, à la façon dont ils se sont tenus au tribunal, m'accusant comme un étranger. La douleur de cette trahison m'a un jour donné envie de transformer mon cœur en pierre, d'enfermer chaque émotion pour ne plus jamais être blessé. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon grand-père, de son journal, des lignes qu'il avait écrites sur mon père avec un amour qui ne s'est jamais estompé malgré le chagrin. Et je me suis souvenu de ma grand-mère qui m'a appris à planter des tournesols, à prendre soin des choses fragiles, même de mon propre cœur. Si un jour vous vous trouvez trahi ou oublié, ne laissez pas votre cœur se transformer en pierre. Ne laissez pas la douleur faire de vous quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Au lieu de cela, vivez mieux qu'eux. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est la manière la plus juste de rendre à la vie. J'ai choisi cette voie, non seulement dans la salle d'audience, mais dans chaque décision, chaque action. J'ai choisi d'être procureur non pas pour gagner, mais pour protéger. Pour protéger des gens comme Elena, la mère désespérée. Comme Carlos, l'immigrant traité injustement, comme les cœurs perdus ayant besoin d'une chance de repartir à zéro. L'appel de mon père, Hudson, a été un tournant. Quand il a dit qu'il avait lu le journal, qu'il s'était vu dans les mots de mon grand-père, j'ai réalisé que la justice n'est pas seulement une question de verdict. C'est le moment où un père reconnaît ses erreurs, la chance pour une relation brisée de guérir, même un tout petit peu. Je ne sais pas si je peux pardonner complètement, mais je sais qu'en lui donnant une chance, j'ai été à la hauteur de ce que mon grand-père attendait. Et quelque part, dans la lumière du soleil de Santa Fe, j'ai senti mes grands-parents sourire. Fier que je n'ai pas laissé mon cœur s'endurcir. Je me suis levé, je suis sorti sur le petit balcon de mon appartement, regardant la ville endormie en contrebas. Le vent de Santa Fe soufflait, portant l'odeur de la terre rouge et des pins verts. Je tenais le journal de mon grand-père, le feuilletant jusqu'à la dernière page où il avait écrit « La vraie justice ne se trouve pas dans les prétoires, mais dans le cœur de ceux qui continuent à y croire ». J'ai souri, sachant que je continuerais sur cette voie, non seulement pour mes grands-parents, mais pour moi-même. Pour un monde où la justice ne distingue pas seulement le bien du mal, mais allume la compassion et l'espoir.